C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver tous les jeudis soirs pour étudier, découvrir, savourer notre sainte et belle Torah. Iratson, bien sûr, notre étude est entièrement, entièrement orientée vers la Yeshua. Nous prions à Kadosh Baruch Hu pour qu'il donne la délivrance au Am Israël, pour qu'il libère les otages, pour qu'il guérisse tous les malades, qu'il donne la force à ceux qui sont au combat et qu'il donne la force à ceux qui ne sont pas au combat pour étudier, prier, faire des mitzvot et Be'ezrat Hashem, le tout pour prier pour le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et ainsi, Be'ezrat Hashem, nous connaîtrons des jours meilleurs, des jours de joie, des jours de Yeshua et de Géoula. Très chers amis, Erev Tov, Beruchim Abayim, sur Yeshiva Zoom, nous allons étudier ce soir un point dans notre parashat Toldot, qui est une parasha d'ailleurs extrêmement délicate, parce que cette parasha délicate est quelque peu mystérieuse, parce que c'est la seule parasha qui nous parle de Yitzhak Avinu. On n'a pas beaucoup dans la Torah, on n'a pas beaucoup de passages, on n'a pas beaucoup de passages qui nous parlent de Yitzhak. On a la Hakeda, on a son mariage, et on a la bracha que Yitzhak veut faire à son fils Esav. Et nous allons voir quelque chose d'assez surprenant, mais en même temps de vital et de très important. Nous allons lire, donc le début de la paracha nous raconte que Yitzhak et Rivka n'avaient pas d'enfants, alors ils vont prier. Pendant 20 ans, ils n'ont pas d'enfants, et Yitzhak et Rivka prient grandement à Akadosh Baruch Hu, comme il est dit au Pasuk, chapitre 25, verset 21, Vaye'etar Yitzhak l'Hashem lenochach ishto ke'akarai, Vaye'ater lo Hashem vatahar Rivka ishto. Et voilà que Rivka va mettre au monde 2 enfants, tels que la Torah les décrit et les nomme. Donc, il s'agit de Esav et Yaakov. Ça, la Torah, elle dit, Vayetze Arishan Admoni, le premier va écrire Shemo Esav, et le second va écrire Shemo Yaakov. Pardon, les enfants grandissent, et au verset 27 du chapitre 25, la Torah nous décrit leur nature, Vaïgdelou Aneharim, les jeunes grandissent. Esav est un homme Yodéa Tsaïd, un homme de chasse, un homme des champs, Ish Sadeh, alors que Yaakov Avinu, il est Ish Tam, Yoshev Ohalim. Il passait son temps à la Yeshiva, et il était assidu dans Ohalim, dans les tentes, il dit Rashi, de Shem et Ever. Il est parti étudier à la Yeshiva de Shem et Ever. Et voilà qu'au verset 28, c'est celui qui m'intéresse ce soir dans un premier temps. Il est dit Vaye'erav Yitzhak et Esav ki tsaïd bepiv. Yitzhak aimait Esav, car Esav était chasseur de sa bouche. Rivka ohevet et Yaakov, et Rivka aimait Yaakov. Il y a 2 grandes chitotes, 2 grandes voix dans le rapport que les parents doivent avoir avec leurs enfants. Ces 2 voix, c'est celle de Yitzhak et celle de Rivka. Yitzhak et Rivka vont exprimer chacun leur amour envers un des enfants. Yitzhak va aimer Esav et Rivka va aimer Yaakov. Il y a ici 2 grandes chitotes, il y a ici une grande marloquette entre Yitzhak et Rivka. Lequel des 2 faut-il aimer? Faut-il aimer le bon, le meilleur, l'enfant qui réussit, l'enfant qui étudie à la yeshiva, l'enfant qui est Ishtam Yoshev Ohalim, c'est la chita de Rivka. Alors que Yitzhak, il a une autre chita.
celle d'aimer Esav. C'est en soi un sujet. Faut-il aimer tous les enfants? Faut-il aimer un plus que l'autre? Il y a beaucoup de questions dans ce rapport parent-enfant, dans la vie en général, mais ici dans la paracha. Pourquoi Yitzhak il aimait Esav et pourquoi Rivka elle aimait Yaakov? Mais nous allons nous concentrer sur la Shita de Yitzhak. Et nous allons voir pourquoi, Be'ezrat Hashem, Vinoam Hashem. Parce que si on voit bien dans le Passouk, la Torah explique pourquoi Yitzhak aime Esav, mais la Torah n'explique pas pourquoi Rivka elle aime Yaakov. Vayehav Yitzhak et Esav ki tsayid bepiv. Yitzhak aimait Esav parce qu'il est chasseur de la bouche. On va rentrer dans le sujet. En tout cas, la Torah explique pourquoi Yitzhak il aime Esav. Alors que Rivka ohevet et Yaakov, Rivka aimait Yaakov, là, la Torah n'explique pas. Alors, est-ce que l'amour, c'est un devoir de parents envers les enfants? Est-ce que l'amour s'explique? Faut-il une cause à l'amour? Du parent envers l'enfant, mais de manière générale, dans les couples, dans les familles, dans Ve'afta l'ereacha kamocha, Ve'afta et Hashem Elokecha. Est-ce que l'amour doit être expliqué? Parce que si on explique, cela veut dire que ça relate d'une conscience, d'une réflexion. Et c'est le cas de Yitzhak. Yitzhak explique pourquoi il aime Esav. En tout cas, la Torah explique. Alors que l'amour de Rivka, et si, maintenant, je ne vais pas rentrer dans cette Mishnah. Voilà. Je sais qu'elle va revenir plusieurs fois dans la soirée, mais je ne veux pas rentrer dans cette Mishnah. C'est tout simplement pour une question de temps, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour le Shiur, mais je ne veux pas rentrer dans cette Mishnah. C'est une étude en soi. Mais je pose la question. À travers le Passouk, je vois que la Torah nous dit que Yitzhak, il explique l'amour qu'il a envers son fils Esav. Et la Torah n'explique pas pourquoi Rivka, elle aime Yaakov. Je ne sais pas pourquoi la Torah n'explique pas l'amour que Rivka a envers Yaakov. On peut deviner, on peut dire plein d'idées. Mais si la Torah explique que Yitzhak aime Esav, il faut comprendre pourquoi la Torah nous l'explique. Et il faut comprendre quelle est la raison que la Torah nous donne à cet amour. De manière générale, j'élargis le débat. Est-ce que l'amour, la ahava, c'est uniquement des sentiments, des émotions? Est-ce que l'amour est cérébral? Parce que si on explique l'amour, alors c'est qu'il y a un travail, un exercice cérébral, intellectuel. Est-ce que les deux chitotes sont valables? Est-ce que il ne faut pas en préférer une plus que l'autre? En tout cas, avançons. Si la Torah explique pourquoi Yitzhak aime Esav, c'est que c'est quelque chose d'assez surprenant. Il y a dans le comportement de Yitzhak quelque chose de surprenant qui va donner naissance à des débats immenses dans les Midrashim, dans le Zohar, dans les Mefarshim. Pourquoi Yitzhak il aime Esav? En Froum, la question est la suivante. Voilà que Esav, c'est un rachat, et vu son impiété, sa mécréance, on est surpris de voir que Yitzhak, il aime Esav. C'est la question simple, évidente, que tous les Mefarshim de la Torah, enfin en tout cas d'innombrables Mefarshim vont traiter. Pourquoi Yitzhak il aime Esav? Il nous faut une raison. Ça veut dire, il aurait pu dire, je l'aime parce que c'est mon fils, je l'aime parce que je l'aime, voilà, je le préfère. Il y a des préférences, je l'aime. Non. Ton fils peut être ton fils, mais si. Pourquoi cette question? Mais cette question, parce que la question des Mefarshim, j'ai peut-être été un peu vite, c'est si la Torah a besoin de nous donner une raison à cet amour, c'est-à-dire que cet amour
de Yitzhak ressenti envers Esav n'est pas quelque chose d'évident, on ne s'attendait pas à ça. Alors pourquoi Yitzhak, il aime Esav? Sur Rivka, notons bien, la Torah ne donne pas de raison pourquoi Rivka, elle aime Yaakov. Là-bas, la question que les Mefarshim demandent, c'est pourquoi elle aime pas Esav. Mais bon, laissons Rivka. On va parler de Yitzhak ce soir. Vous comprenez l'exercice? Je fais une addition, un exercice mathématique. Yitzhak aime Esav. Pourquoi? Réponse, parce qu'il est chasseur de sa bouche. Je vois de cette thématique du Passouk qu'il nous faut une raison à l'amour que Yitzhak il a envers Esav. Sans la raison de Kitsaïd Bepiv, on a une question qu'on soumet à Yitzhak, pourquoi tu aimes Esav? Et il va nous expliquer Kitsaïd Bepiv. Est-ce que vous comprenez l'exercice? Si je demande une raison à un comportement, c'est que ça paraît pas évident que ça doit être ainsi. Donc ça veut dire, on appelle ça dans la Gemara la Avamina et la Maskana. J'aurais pu penser que Yitzhak n'aime pas Esav, il l'aime. Pourquoi? Si je dis pourquoi, c'est qu'il y a ici quelque chose qui paraît apparemment étonnant. Qu'est-ce que Yitzhak a vu chez Esav pour l'aimer? Ça signifie que c'est l'unique raison qu'un père... Non, je dis pas ça. Je dis pas ça du tout. La première question que j'ai demandé, attention, il faut suivre parce qu'il va y avoir un binyan. Il va y avoir une construction dans l'idée, et je me prépare à chaque fois à revenir en arrière, mais c'est important, on est au début. La soirée ne fait que commencer. J'ai posé de manière générale, faut-il une raison d'aimer son enfant? Si on a besoin d'une raison, alors on posera la question à Rivka. Pourquoi tu nous expliques pas pourquoi tu aimes Yaakov? Si il faut pas une raison, alors pourquoi la Torah nous donne une raison chez Yitzhak? Je dis pas que c'est l'unique raison, premièrement. Et je ne dis pas non plus qu'il faille une... Bechila, une petite seconde. Je ne dis pas que c'est l'unique raison. Et je ne dis pas non plus qu'il faut une raison. Pourquoi tu aimes ton fils? Pourquoi tu aimes ta fille? Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de mettre des mots? Voilà. Je les ai mis au monde. Je me suis occupé d'eux. En couple, bien évidemment. Un homme, une femme, ils ont un enfant. Eh ben, on aime nos enfants. C'est une partie de nous-mêmes, etc. Il y a mille et une raisons pourquoi on aime son enfant. Mais il a une petite seconde avant les questions, juste pour bien que ça soit clair, que ça soit clair le schéma du travail. Je dis non seulement c'est pas l'unique raison, mais moi ce qui me surprend, c'est pourquoi on a besoin d'expliquer cet amour. On aurait pu dire simplement, Yitzhak il aime Esav et Rivka elle aime Yaakov. Si la Torah juge nécessaire de nous expliquer pourquoi Yitzhak il aime Esav, ça veut dire que c'est pas quelque chose d'évident, et c'est pas quelque chose que tout le monde ferait, et nous allons voir que pas beaucoup font comme Yitzhak, et c'est bien dommage, nous allons voir. Quelle est la chita? Est-ce que c'est clair? Avant que vous renvoyiez les questions, Michela, est-ce que c'est clair l'exercice? Hein, Madame Tsipora, est-ce que c'est clair l'exercice? Voilà, comme ça on va dire à Meyer de renvoyer sa question, après on reviendra à Moshe. Alors nous revenons à Meyer. Si c'est pas clair, n'hésitez pas, parce que tout va être construit sur cette démonstration. Ok, Chazakumaour. Cher ami Meyer, quelle est la Hava Amida, que nous allons y arriver, que Yaakov n'aimerait pas son fils parce qu'il est rachat? Non, pas Yaakov, Yitzhak. Justement, c'est ça qu'on va travailler. Quelle est la raison pour laquelle il aurait été, pas de problème, quelle est la raison pour laquelle il aurait été normal de ne pas l'aimer, au point de nous expliquer pourquoi il l'aime? Moshe, Shalom Aleichem, tu veux renvoyer ta question avec plaisir. C'est un homme d'action, un homme qui entreprend dans ce monde, même s'il fait du mal, c'est peut-être pour cela. Là, tu me donnes l'explication. Mais regarde, on va étudier la raison que la Torah nous donne. Donc vous avez bien compris, je vois que des messages que c'est clair. Yitzhak, il aime Esav. Pourquoi il aime Esav? Si tu dis pourquoi il aime Esav, c'est que toi tu penses que Esav, c'est quelqu'un qu'il faut pas aimer. Et Yitzhak, il aimait Chadesh. Yitzhak, il nous dit un chidouche. Moi, je l'aime. Pourquoi? Parce qu'il est Tsaïd Bepiv. Maintenant, on va rentrer dans la raison de Yitzhak. Et on va voir si Yitzhak, il a raison. Je suis rien pour dire si Yitzhak, il a raison ou pas. Voilà, exactement. Yitzhak, il doit justifier cet amour. S'il doit le justifier, ça veut dire que ça coule pas de source. C'est pas d'évidence d'aimer un fils comme Esav. Ce qui est encore plus surprenant, nous allons rentrer maintenant dans le contenu de cette raison. Quelle est cette justification? J'aime mon fils Esav, pourquoi? Parce qu'il est chasseur de la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire, Saïd Bepiv? Tout le monde connaît Rashi, nous allons le lire.
Première explication de Rashi, Bepiv ketargumo bepiv shel Yitzhak. Parce que le Targum dit, Uchem Yitzhak et Esav arem itzede ave achil. Yitzhak, il aime Esav, parce que Esav, il partage sa chasse, les animaux qu'il chasse, avec Yitzhak. C'est-à-dire que Esav, il va à la chasse, il ramène du gibier, kasher, bien évidemment, comme c'est écrit plus loin, Rashi va le dire clairement, et il partage son gibier avec Yitzhak, avec son père. Donc il y a ici un partage qui paraît, même si en soi il est affectueux et sympathique, mais il paraît primaire. J'aime mon fils parce qu'il me fait des merguez et des michouis, et il me fait des grillades. Pour Yitzhak et pour la Torah, ça paraît dérisoire. Pourquoi Yitzhak Avinu il aimait Esav? Parce que Esav il lui faisait des grillades. Il lui donnait à manger de la viande. Je veux bien que quand on partage un repas, il y a un passouk dans Michelet, que quand on partage un repas, ça crée des relations plus chaleureuses, voire intimes, comme c'est écrit aussi dans la Mishnah dans Shabbat. Lo yochal hazavi mazava. C'est pour ça qu'un homme et une femme, lorsque on est dans la période de Nida, il faut une séparation dans le repas. Lo yochal hazavi mazava, la Mishnah dans Masechet Shabbat. Je veux bien, mais que ça soit ça toute la raison pour laquelle Yitzhak, il aimait Esav au point, que j'ai oublié de dire, mais que vous connaissez la paracha, qui est dans le sens de Esav exactement. En plus, c'est très très bien ce que vous dites. Ça veut dire, je reprends ce que vous dites, ça veut dire je t'aime bien pour ce que tu fais. Mechila Moshe, question par question, sinon je m'embrouille. Il lui dit donc ça veut dire presque il donne raison à Esav d'aller chasser du gibier. Et j'ai oublié de dire, mais vous connaissez la paracha, que de par cet amour que Yitzhak ressent envers Esav, alors c'est écrit plus loin dans la paracha, au chapitre Rav Zaïd, que Yitzhak il fait appel à Esav, et il va lui dire d'ailleurs, va me préparer du gibier, Vetsou Dalit Saïd, fais-moi un bon repas, afin que je te bénisse. Donc, le gibier de Esav est la raison de la justification, je reprends votre terme, il est la justification de l'amour que Yitzhak ressent envers Esav, et il devient la raison de la préséance que Yitzhak a envers Esav, et donc de la bracha. C'est-à-dire que ce gibier-là, ce tsaïd, il est la raison de l'amour que son père a envers lui, et il devient la raison des bénédictions que Yitzhak il veut faire à Esav. Et ça, c'est surprenant, que de la viande soit la cause, la raison de cet amour et la cause de la bracha. Toute la bracha que Yitzhak veut prononcer, c'est autour d'une assiette et d'un bon steak. C'est quelque chose de surprenant qui me dépasse bien évidemment. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Ensemble, on va essayer de donner quelques idées. N'est pas justement une illustration de l'amour inconditionnel. Mais on n'a pas besoin alors de parler. Si l'amour est inconditionnel, on n'a pas besoin de donner une raison. J'aime, c'est dans le gibier, c'est dans le gibier. Si c'est dans le gibier, c'est... Oui, mais j'ai pas besoin... Alors, d'abord, ça va pas expliquer la bracha. C'est pas la viande, c'est l'investissement. Mais même, d'abord, la Torah, elle parle pas de l'investissement. C'est vrai qu'elle dit Tsaïd. Mais, regardez le verset 28 du chapitre 25 et le début du verset 27. Mais même, il s'investit. Mais t'as un fils qui s'investit dans la drogue. T'as un fils qui s'investit, chasvé shalom, dans des choses... Bon, ici, c'est pas de la drogue, c'est de la viande. Mais si son investissement... Il n'y a rien de noble que d'aller à la chasse. C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Et puis ça va devenir la raison. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif d'aller à la chasse, d'aller chasser des cerfs, des vaches et des taureaux ou tout ce qu'il chassait de cachère? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Oui, l'investissement, c'est quelque chose de noble, mais à la condition que le contenu de cet investissement soit quelque chose de noble. Et s'il s'investit pour quelque chose de bidon, c'est chaval. Au contraire, moi, j'aimerais pas mon fils plus. Parce que, et puis l'investissement de Jacob n'est-il pas plus noble que les quelques bêtes que Esav y rapporte? Pardon, il y a eu plein de questions. Manger, c'est noble. J'ai pas dit que manger, c'est pas noble. Mais en quoi manger, c'est la raison, c'est la justification d'un amour.
et ça devient la cause et la raison de toutes les brachot. Peut-être qu'il ne faut pas prendre la viande au sens propre. Peut-être. Peut-être. Il faut le prendre pas au sens interdit, parce qu'il faut manger de la viande. Cachère, bien sûr. Peut-être qu'en le reprenant, il sanctifie cette assiette. Oui, mais ça explique pas pourquoi ça devient la raison de l'amour et la raison de la bracha. N'oublions pas que les brachot que Yitzhak va prononcer au final, non pas Esav mais Yaakov, on va pas parler de ce sujet ce soir, c'est des brachot qui vont nous accompagner jusqu'à la venue du Mashiach. On va dire un point sur ça tout à l'heure, sur les brachot. C'est pas des brachot, bon, les Yeratson, que tu vas ouvrir une boutique et que ça marche. Les bénédictions, le contenu des brachot, il est tellement immense que ces brachot, elles vont nous accompagner durant tous ces millénaires d'exil et en Eretz Israël et jusqu'à la venue du Mashiach, et peut-être même au-delà, il faut revoir les brachot. C'est quand même des brachot qui sont lourdes de conséquences. Quel est le sens de tout ça, Mohamed Rabotai? On va essayer de comprendre. Donc, première raison, l'amour c'est un don de soi, et ça, il utilise sa qualité pour l'amour. Mais alors la Torah n'a pas besoin de nous dire, encore une fois, il s'investit dans quelque chose de bidon. C'est pas extraordinaire que d'avoir un fils qui va à la chasse pour chasser du gibier. Il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Pourquoi Yitzhak, il est fan de Esav? Première explication. Deuxième explication que rapporte Rashi, qui est encore plus surprenante. Il dit Yitzhak, il aime Esav. Pourquoi? Ou midrasho bepiv shel Esav, shayat sad oto ou meramehu bidvarav. Alors ça, c'est encore pire. Deuxième explication. Il dit Rashi, vous savez pourquoi Yitzhak, il aimait Esav? Parce que Esav, c'est un voyou. Esav, c'est comme on dit aujourd'hui en France, c'est une racaille. C'est un homme malhonnête. C'est un trompeur. Il trompe qui? Comment Yitzhak a vécu l'amour d'Abraham pour Ishmaël? Oh, très, 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 très intéressant. Vous commencez à dire quelque chose dans le sens de la réponse. Très intéressant. On va y revenir. Très bien. Chazak, c'est énorme ce que vous posez comme question. Je finis les questions, après, on va essayer de voir. Il dit, Rachid, deuxième explication, Yitzhak, il aime Esav, parce que Esav, il roule, il est malhonnête, mais ramé ou midvarav, il est malhonnête dans les propos qu'il tient. Saïd Mepiv, c'est pas de la viande, c'est pas du gibier. Il trompe Yitzhak avec sa bouche. En simple, il ment à son père. Alors ça, c'est encore plus surprenant. Je sais pas si vous avez des enfants qui mentent. Moi, j'en ai, ils ont tous menti, parce que tous les enfants de la terre mentent. Mais quand un enfant, il ment, on l'aime pas. Yitzhak, il aime Esav, parce que Esav, il lui ment. Vous savez, le mensonge, c'est la rupture de toutes les relations parent-enfant. Le Gaon de Vilna, il écrit dans sa fameuse lettre, Igeret Agra, il dit à son épouse, il lui donne des conseils dans le Chinour, il dit, il faut jamais frapper les enfants, sauf lorsqu'ils mentent. Un enfant qui ment, il n'y a plus de relation. Donc Esav, il rompt la relation. Plus tu mens, moins je t'aime, plus tu t'éloignes. Et Yitzhak, il aime. Mais comment tu peux aimer celui qui t'aime pas? Comment tu peux aimer celui qui te roule? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors, en réalité, il faut se poser la question. Comment il faut lire la paracha? Comment il faut lire ce deuxième Rashi? Est-ce qu'il faut lire que, au final, l'amour que Yitzhak il a envers Esav, c'est un amour erroné? Tu m'as trompé? Moi, je t'aime, mais, c'est-à-dire, le kit Saïd Bepiv, il faut le lire bien que Yitzhak, il aime Esav, malgré que Esav le trompe. Alors là, on va retomber sur une autre question. Est-ce que Yitzhak sait que Esav le trompe? C'est un grand débat dans les Mefarshim, dans les Midrashim, dans le Zohar. Même c'est pas très clair. J'ai vu dans Talé Chaim, il ramène 2 textes du Zohar. Il a écrit plusieurs pages sur ça. Mais enfin bref. Alors, tu me trompes. Mais est-ce que Yitzhak est conscient de cette tromperie de la part de son fils? Ou bien il sait pas. Esav, il est tellement rusé. C'est un rabaille, c'est un rusé. C'est pas quelqu'un qui fait de la magouille de façon manifeste. Il fait des montages. Au point que Yitzhak ne voit rien. Mais alors ça s'appelle de l'amour tronqué. C'est pas de l'amour, ça. Ou bien, il faut lire dans le Passouk que Yitzhak,
il est au courant, il sait que son fils le roule, il sait que son fils le ment, il sait que son fils, c'est un voyou, mais bien qu'il soit un voyou, il l'aime. Alors, est-ce que la ramaout, la tromperie de Esav envers Yitzhak, il faut la lire « Je t'aime, même si tu me trompes », ou bien « Je t'aime parce que tu me trompes ». C'est-à-dire le qui du passou. Vaillé, Yitzhak et Esav. Qui ça y est. Comment il faut lire le qui? Il faut le lire malgré que tu sois un voyou, je t'aime. Ou bien je t'aime parce que j'ignore que t'es un voyou. Mais et sur chacune des lectures, il y a sur quoi s'appuyer, et ça va donner un autre sens, parce qu'il va falloir arriver jusqu'à la bracha, je ne sais pas si on va y arriver, ça veut dire je te bénis parce que tu me trompes, ou bien je te bénis même si tu me trompes, ou bien je te bénis parce que je ne sais pas que tu me trompes. Mais alors toutes les brachot, elles sont erronées, tout cet amour, il est faussé. Vous comprenez? Vous comprenez le problème? En d'autres termes, la question qu'on se pose, au vu des deux commentaires de Rashi, le Pshat et le Midrash, est-ce que l'amour que Yitzhak ressent, éprouve envers Esav, c'est un amour positif ou c'est un amour négatif? Je t'aime, et peut-être que Yitzhak il va jamais se rendre compte de ça. Il se voit en lui une ressemblance de rigueur, mais pas équilibré. Il y a un pshat comme ça, mais c'est amok, je sais pas. Effectivement, ça vient du Zohar. C'est écrit dans le Kadosh qu'ils ont la même mida tadin, ve'agvura. Il faut expliquer. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai lu les mefarshim qui vont dans ce sens. Moi, j'essaie de dire des choses que, voilà, à mon niveau, qui n'en est pas un d'ailleurs, vous le savez très bien, j'essaie de dire quelque chose que je comprends. Mais il y a une grande étude à travers ce que tu dis, c'est juste. Je te l'accorde, mais on va pas aller dans ce sens ce soir. On doit aimer son enfant, dans tous les cas, tzadik ou racha. Je réfléchis à ce que vous écrivez. Vous savez, dans les mots d'aujourd'hui, on va mettre des mots actuels. On va donner 2 exemples de la réussite d'un enfant et 2 exemples de l'échec d'un enfant. Première réussite, vous avez un fils ou une fille qui est comme Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Oalim. Dans les mots d'aujourd'hui, vous avez un garçon qui vous dit « Papa, maman, j'ai envie d'aller étudier à la yeshiva ». Vous essayez de le raisonner, de lui expliquer, peut-être qu'il est jeune, peut-être c'est mieux qu'il fasse le bac, ou qu'il fasse des études, on connaît tous ces débats. Et votre enfant vous dit « Maman, je veux aller étudier à la yeshiva ». Voilà. Votre fille vous dit « Maman, je veux aller au Beth Yaakov, je vais faire 1 an, 2 ans, 3 ans de Kulo Kodesh ». Et Baruch Hashem, votre enfant, il va à la yeshiva, il va au séminaire, et il réussit, il devient un bon Talmid Chacham et une bonne Eshet Raïl. Deuxième exemple d'un enfant réussi, c'est un enfant qui va pas à la yeshiva, pour quelle que soit la raison. Il va faire des études, il va devenir commerçant, avocat, je sais pas ce que vous voulez. Il va faire des études, il va faire des formations, il va travailler, il va se marier. En même temps, en parallèle de son travail, il a un temps d'études, il est dans la Torah, il se marie avec une Bat Israël, il forme un beau couple, et il réussit dans la vie, tranquillement, dans le métier et dans la Torah. Ça, c'est 2 exemples d'enfants réussis. Alors cet enfant, il nous donne satisfaction, il nous donne du plaisir, il nous donne de la force, etc. 2 exemples d'enfants rachats entre guillemets. On va dire d'enfants qui ont échoué dans la vie. Premier échec, c'est un enfant qui est dans les mots d'aujourd'hui un voyou. Il est dealer de drogue, il est dealer de mobilette ou je sais pas quoi. Il se fait arrêter par la police, il fait de la prison, il faut payer des amendes. Chas v'shalom. Deuxième exemple d'échec d'un enfant, c'est un enfant atteint d'une maladie que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, en lisant, qui s'appelle la nullopathie. Il est nul dans tout. Tout ce qu'il fait, il est nul et il réussit pas. Voilà. Il essaie de faire des études, ça marche pas. Il essaie d'aller à la yeshiva, ça marche pas. Il finit sur ses réseaux sociaux comme
une patate comme une momie et il fout rien de sa vie. Tout le monde est récupérable, on peut faire un travail avec tout le monde, etc. Mais voilà. Est-ce que naturellement, on n'aime pas plus celui qui réussit dans la vie? J'ai donné 2 exemples de la réussite d'un enfant, il y a encore d'autres exemples, bien évidemment. Est-ce que naturellement, un enfant qui fout rien de sa vie, qui nous énerve, chasvé shalom, que ça va jusqu'à la prison, c'est un voyou, c'est un dealer, lo allez-nous, lo allez-nous, lo allez-nous. Et la police qui téléphone aux parents, venez chercher votre enfant au poste parce qu'il a fait des bêtises, il traîne avec de la racaille, des voyous, etc. Est-ce qu'on va l'aimer? On va l'engueuler, on va crier. Mais alors oui, il y a un amour minimal, mais est-ce qu'on n'aime pas plus celui qui a réussi que celui qui a échoué? Comment vous faites? Comment vous faites? Ça vous vient d'où, ça? Je vous assure que, et je vais vous le montrer même dans la Torah, que 99% des gens n'aiment pas ou aiment moins leur enfant qui a échoué. Je ne parle pas d'un enfant qui a échoué parce que il a des problèmes de santé. On ne parle pas de ça. Un enfant qui est très bien, mais il ne fout rien de sa vie. C'est un batlan, c'est un psychopathe des réseaux sociaux, il ne fout rien de sa vie, ou bien, pire encore, il est dealer. Oui. Bien sûr, il y a un amour minimal. Mais est-ce qu'on va donner toutes les brachot de l'avenir, de l'histoire d'un peuple, à un enfant qui a échoué? C'est la question de tous les méfarchim. Et savent, c'est une épave, comme on dit aujourd'hui. C'est un loupé, c'est un raté. C'est évident, c'est pas shoot. Nous allons avancer un peu. Je ne dis pas qu'il faut aimer ou qu'il ne faut pas aimer. Vous avez compris l'exercice. Pourquoi on a besoin d'expliquer? Voilà. Et je vous assure que dans l'histoire, et même de la Torah, 99% des gens n'aiment pas ou aiment moins leurs enfants que échouer. J'ai même découvert l'échec d'un enfant, là, allez-nous, n'est-il pas l'échec des parents en premier lieu? Pas du tout. C'est pas systématique. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. On va dire certainement fait des erreurs, mais les erreurs des parents n'expliquent pas pourquoi l'enfant est fini en prison. Pourquoi? Parce que d'un côté, on fait des erreurs, mais d'un autre côté, on livre aux enfants aussi des valeurs, des outils pour la vie, etc. Ça n'explique pas ses choix. Comme il m'a dit un jour mon Rav Rosenberg, Alav Shalom, l'enfant, il a son libre arbitre, il a sa bechira. On lui a appris des valeurs, je parle Baruch Hashem à des gens qui ont des valeurs de Torah, de société, de derech, de midot. On parle pas l'o'alelu d'une famille où sur la table on met les armes, ou sur la table on met la poudre blanche, Baruch Hashem, et donc, si à la maison j'ai des armes et de la drogue, je comprends que mon fils il finisse drogué ou dealer. Mais quand à la maison il y a des sfarim, il y a une ambiance de Shabbat, il y a une maman qui va au mikvé, il y a des midot, il y a une recherche, il y a une réflexion, ça c'est assourd de dire que c'est mon échec. Assourd. C'est pas justifié. Moi comme ça ils m'ont appris mes rabbinim. Donc, avançons dans le débat. Et nous allons voir jusqu'où. Et je vous assure, 99%, peut-être même 99,99%, un enfant qui a échoué, quelle qu'en soit la raison, il est moins aimé, voire mal aimé de ses parents. Est-ce que Hachem aime plus les Rechaïm ou les Tzadikim? C'est une très grande question, nous allons y toucher. Je dirais même plus, dans l'histoire d'aujourd'hui, je ne sais pas depuis quand, mais en tout cas aujourd'hui, dans notre ère, dans notre génération, il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants, même ou malgré leur réussite, parce que l'enfant n'a pas choisi la voie de leurs parents. Moi, je voulais que tu sois cordonnier. Pourquoi tu es devenu, je sais pas moi, menuisier? Il y a des parents qui se détachent, ou des enfants mal aimés, désaimés, moins aimés de leurs parents, parce qu'ils n'ont pas choisi la voie des parents. Ça veut dire la réussite de l'enfant n'est pas encore une assurance de l'amour qu'il va recevoir de ses parents. Il y a plusieurs schémas, il y en a des dizaines, mais que un homme, regardez Rivka, elle aime pas Esav. C'est son fils, elle a mis au monde, elle aime pas. Yitzhak, il fait quelque chose qui est unique dans l'histoire de nos Avot. Nous allons répondre aussi à vos questions, vous allez voir, c'est extraordinaire ce que j'ai trouvé, c'est des textes que vous connaissez, que nous connaissons. Alors,
Si on voyage un petit peu plus loin dans la paracha au chapitre 27, chapitre 4, donc où là-bas, la paracha va nous raconter que Yitzhak veut bénir, parce que aimer son enfant, malgré son échec, aussi grave, aussi dramatique soit-il, c'est déjà un chidouche de la part de Yitzhak. C'est déjà quelque chose qui n'est pas évident. Mais qu'en plus de ça, la Torah nous dit qu'il veut bénir Esav et il veut pas bénir Yaakov, ça, c'est choquant. Parce que tu aimes, que tu développes ce chidouche d'aimer ton enfant malgré ses échecs, malgré sa racaillitude, malgré sa perversion, malgré ses ch'touillottes, c'est déjà pas évident. Mais que tu prends le bagage de l'histoire d'Israël et tu la donnes à un voyou, ça dépasse toute raison. Comme nous allons voir dans les Mefarshim, on va voir d'abord le Sforno ou le Netziv. J'ai pas pris le Netziv avec moi, mais vous verrez dans le Netziv. Lorsque là-bas, au chapitre 27, versets 3 et 4, lorsque Yitzhak dit à Esav, va me faire à manger, il faut comprendre pourquoi il lui demande de faire à manger. Et en quoi le repas que tu vas me servir, l'enfant d'échec n'a-t-il pas plus de besoin de nourriture que la sadique? J'ai envie de vous dire oui, mais je vais vous dire, par expérience, de ce que j'entends, de ce que je lis, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui est sadique, il n'a pas d'assurance de le rester toute sa vie. Lui aussi, il a besoin d'une bracha. Chaque enfant a besoin de sa bracha. Il y a la bracha que le père fait à l'enfant réussi, sadique, et la bracha de l'enfant rachat. Mais de s'occuper... Alors peut-être que l'enfant échec, il a besoin de plus d'attention, de plus de bénédiction. Je l'entends. Mais ça n'explique pas en quoi le bagage de l'histoire d'Israël, comment on va dire, le Otsar, ça veut dire le trésor d'Israël, il soit mis entre les mains de Esav. Bénir, c'est une chose. Bien sûr qu'il faut bénir. Il a besoin de plus de bracha et peut-être plus d'amour et d'affection. Tout ça, c'est vrai. Mais que le bagage de notre histoire, il soit entre les mains de Esav, selon le projet de Yitzhak Avinu, ça, c'est quelque chose qui dépasse tout entendement. Ok. Donc ici, il faut comprendre deux choses. La cause, c'est donc le Tsaïd Bepiv, on l'a déjà analysé dans Rashi, et cela fait la raison du choix du fils béni. Alors, on va les voyager, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit le Sforno. Au chapitre 27. Alors, excusez-moi, je vais prendre le Sforno, comme c'est un peu petit. Oh. Alors je triche parce que je prends une partie du Sforno, parce que le Sforno, au chapitre 26, verset 35, dit que Yitzhak a fait une erreur. N'est-ce pas, Ibraha, pardon, si vous voulez bien renvoyer, avant qu'on continue, c'est du mal à voir. Tout est petit chez moi, minuscule. Oui, Meyer, si vous voulez renvoyer la question. Bon, je commence le Sforno. Alors, mais j'essaie d'avoir les yeux sur l'écran. Ah, n'est-ce pas une bracha pour Israël que sa propre bracha soit ailleurs pour le contraindre à aller la chercher? Vous dites quelque chose d'énorme, cher ami. Regardez. Ça fait 2 fois que vous dites la même chose en d'autres termes, mais nous allons y arriver tout de suite. Je dis, je triche dans le Sforno parce que le Sforno, il dit que Yitzhak, il sait pas que Esav, c'est un voyou. Et il dit qu'Esav, il dit que Yitzhak, il a fait une erreur de vouloir bénir. Ça, c'est la thèse du Sforno. Mais, lorsqu'il lui demande à manger, n'envoyez pas d'exemple parce que j'ai les yeux dans le livre, je vais pas les voir. Mais là, je reviens tout de suite. Alors, le Sforno, il dit comme ça. Où est-ce qu'il est le Sforno? Donc là, vous avez Gimel Dalet. Ah, pardon, Gimel Dalet, voilà. Oh. Il dit le Sforno quelque chose d'incroyable. Fais-moi manger. Mais, ce repas que tu me fais, la finalité, c'est pas pour moi, Yitzhak. C'est pour toi, Esav, c'est-à-dire, Ratsa mat amim kedeshit asek bekimud av. Ou bazé tachoul alav abracha.
כי גם שלא הכיר בגודל רישו של עשיו, מכל מקום לא חשב אותו לראוי, שתחול עליו אותה ברכה שהיה בליבו לברכו. C'est comme ça. Il dit le Sforno. Yitzhak, il sait pas que Esav, c'est un échec, c'est une épave. Il sait pas. Mais il sait aussi que Esav, c'est pas un tzaddik. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que Yitzhak, il a un regard sur son fils, ni de rachat, ni de tzaddik. C'est peut-être ça la Ramaout, c'est peut-être ça le tsaïd. C'est-à-dire, il dit, c'est quoi cet enfant? Je vois pas qu'il est rachat, mais je vois pas qu'il est tzaddik. Il y a des enfants qu'on a du mal, dont on a du mal à définir s'ils vont dans le sens de la réussite ou dans le sens de l'échec. Il dit le Sforno, Yitzhak, en vérité, il a en face de lui un enfant mystérieux. Et il sait pas comment le définir. Il voit pas qu'il est rachat. Parce que comme disait, je crois que c'est Rabbi Bounam, de par Shisra, c'est ramené dans le Shem Mishmuel notamment, Rabbi Bounam disait, ne croyez pas que Esav, il a un look de rachat. Je vais pas donner d'image, comment on schématise un rachat. Mais il dit, Esav, il marchait dans la rue avec la kippa, la barbe, il était habillé, comme on dirait aujourd'hui, vulgairement, grossièrement, il marchait dans la rue comme un religieux. Sinon, c'est facile de voir que c'est un rachat. Il prenait pas la voiture Shabbat. Toutes les avérotes qu'il faisait Esav, il les faisait en cachette. Donc Yitzhak, il voit pas que Esav, c'est un rachat. Mais il voit pas non plus que c'est un tzaddik. Parce que d'être habillé avec une chemise blanche, un pantalon noir, des tzitzit sur le côté, une kippa et des péotes, ça dit pas encore que t'es un tzaddik. Donc je vois pas que t'es un rachat, je vois pas que t'es un tzaddik. C'est incroyable. Yitzhak, c'est peut-être pour ça que c'est écrit Vatir Enav. Ses yeux se sont assombris. Il voit pas, il dit, j'arrive pas. Yaakov, c'est facile. Tous les jours, il dit à son père, papa, je vais à la yeshiva. Il revenait, il étudiait avec lui des soubiotes. Et il voit que Yaakov, il est dans le limoud, il est dans la Torah. Il voit que c'est un tzaddik. Mais il voit pas la nature de, il n'arrive pas à définir cet enfant. C'est incroyable ce qu'il écrit sur nous. On a des enfants qui nous échappent. Pardon, si on peut couper les micros, ce serait plus sympathique. Merci. Les Chaim, Tovim Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yom yidbarach. Très chers amis, coupez vos micros, s'il vous plaît. Oh là là. Ok. À cause de ce regard non défini que Yitzhak il a envers son fils, il va lui dire de faire une mitzvah. Laquelle? La plus dure. Chamura sheba chamurot. Kibud avaim. Amène-moi un repas. Si tu m'amènes un repas, tu vas t'investir, je reprends ton mot Moshe de tout à l'heure, tu vas t'investir dans le kibud avaim, et donc, je pourrais te faire une bracha. En vérité, je vous dis que le Sforno, parce que le temps avance, mais en vérité, il y a une grande discussion. Regardez le Kli Yakar, le Sforno, le Netziv, Rabbeinu Bechaye, et encore beaucoup d'autres Mefarshim, on n'a pas le temps de tous les dire. Est-ce que ce repas, il est pour l'intérêt de Esav, comme on vient de dire le Sforno, ou bien est-ce que ce repas, il est pour l'intérêt de Yitzhak? Par exemple, si je ne me trompe pas, le Kli Yakar, il écrit, mais bon, il est très long, mais à un moment donné, il écrit que Yitzhak, il a besoin d'être bien, il a besoin d'être Bessimcha pour bénir son fils. Donc amène-moi à manger, fais-moi plaisir, je suis Bessimcha, je peux te bénir. Donc est-ce que ce repas, la finalité, l'intérêt, le but de ce repas, c'est pour Esav, ou bien c'est pour Yitzhak? Il y a un grand débat dans les Mefarshim. Donc ça fait beaucoup de sujets à débattre, il nous faut un kivud. On va rentrer un peu dans le kivud, mais hier, ce soir, vous avez touché un peu l'idée. C'est une idée, en vérité, il y a aussi le Rachaim dans Perek Rav Zayin Pasuk Aleph, j'arrive tout de suite. Il dit le Rachaim que Yitzhak, comment il écrit ça? Voilà. On va commencer par le Rachaim, et puis c'est une idée qui est longuement développée aussi dans Tal et les Chaim,
de Rab Chaim HaKohen. Je vais vous lire le Or HaChaim. Il écrit quelque chose d'incroyable. Et comment a-t-il béni? Il n'a pas touché son repas. Pourquoi tu dis qu'il n'a pas touché? Il n'a pas mangé? La Torah ne dit pas Avi Ali Saïd. Hein, tu me poses une colle là. Parce que Rachid il dit clairement qu'il a demandé que ça soit cachère. Ah oui, parce que lorsqu'il y a très, très bonne question. Parce que lorsqu'il y a Yaakov il vient, il mange pas. Il lui fait la bracha tout de suite. C'est une très bonne question des Mefarshim. Mais à la fin, il va le manger, sinon c'est Baltachrit. Bon, regardez qu'est-ce qu'il écrit dans Rachaim HaKadosh, quelque chose de complètement incroyable. Au chapitre 27, verset 1. Je ne vais pas tout lire. Veta'am Yitzhak, la raison de Yitzhak. Shaya Chafetz levarech Esav Arasha. Incroyable. Yitzhak, il veut bénir son fils Racha. Ki chashav, שבאמצעות הברכות יתהפך למידת הטוב ויטיב דרכיו. כי הצדיקים יכאבו בעשות ביניהם רשע, והיה משתדל עמו להיטיב, ואפשר שהיה מועיל. ותמצא שאמרו זיכרונם לברכה, כי נענש יעקב שמנע דינם מעשיו, שאפשר שהייתה מחזירתו למוטב, הרי שאפשר לו לחזור למוטב. Il dit l'Or HaChaim HaKadosh, Yitzhak, il sait. Mais alors pourquoi avoir autant attendu? On ne doit plus l'appeler Rachel, puisque Yitzhak ne savait pas lui-même. Pardon Madame Sipra, il y a une question juste avant vous, mais j'ai pas eu le temps de la lire. Non, Esav, c'est un rachat jusqu'à la fin des temps. Il est un rachat gamour. Pourquoi le projet de Yitzhak a échoué? Mais alors, pourquoi avoir autant attendu pour lui faire cette bracha? Bechila, regardez mesdames. On va d'abord dire le Or HaChaim. Je ne sais pas si tout le monde a compris, je ne l'ai pas traduit, je ne sais pas si tout le monde comprend l'hébreu. Et on reviendra à vos interrogations. Promis blineder. Pas promis de réponse, mais... L'Or HaChaim HaKadosh, il dit Yitzhak, il veut bénir Esav. Parce qu'il veut transformer Esav Aracha en Esav Atzadik. Yitzhak, il a un projet, il a devant lui un Edgar, un défi. Mon fils, c'est un échec. Mon fils, c'est une épave. Mon fils, c'est un rachat. Et quand on lit la Gemara, et c'est ramené dans Rashi, Esav, il violait les femmes. Esav, il est le dernier, pas le dernier de la classe, il est celui que personne veut voir. Et nous allons voir jusqu'où ça va. Esav, c'est pas un enfant échoué. Esav, c'est une poubelle. C'est une ordure, cet homme. C'est pire qu'un rachat. Mais Yitzhak, il dit là, il y a un enjeu. C'est de prendre ce rachat, non pas de limiter son impiété et sa mécréance. Imaginez, chasvé shalom, une famille où il y a un enfant, c'est un rachat gamour, un moumar. La Gemara dit, dans ma Sechet, Kiddushin, si je me trompe pas, que Esav, il est un moumar, il est un fils rebelle. Imaginons, chasvé shalom, une famille où il y a un enfant qui a un rachat total et absolu. Il invente le mal. J'insiste pour bien comprendre que, pas juste, bon, c'est pas l'enfant qu'on souhaitait. Non, c'est un rachat. C'est un dealer, c'est le chef de la mafia, c'est tout ce que vous voulez, c'est un pourri, c'est une ordure, Esav. Et je pourrais encore dire des mots sur ce rachat gamour qui va donner naissance à Amalek, et que jusqu'à la fin des temps, Esav, c'est Edom, il va nous pourrir la vie, etc., etc. Mais Yitzhak Avinu, il dit pour cet enfant, j'ai un projet. Si chasvé shalom, il y a un enfant pourri, on s'évertue de limiter sa pourriture. Non. Et ça veut dire, si tu as un enfant, une ordure, ne limite pas son côté pourri. Bénis-le pour qu'il devienne un tzaddik. Vous vous rendez compte, les hétives? Yitzhak, il se suffit pas que son enfant, au lieu d'être pourri à 100%, il soit pourri que à 40%. Yitzhak, il veut que l'enfant pourri, il devienne le meilleur.
Mais où on a vu ça? Mais pourquoi par la viande d'Afka? Le Talmud ne dit pas qu'il ne faut pas habituer l'enfant à la viande et à l'alcool? Non, l'Agma ne dit pas qu'il faut pas habituer. Non, elle dit que l'enfant, c'est le maître au moins, mais l'Agma ne dit pas ça. Donner de la viande aux enfants, la brioute, qu'ils mangent bien, ils doivent être en bonne santé. Justement, Yitzhak, alors là je reprends l'idée de Madame Tsipra tout à l'heure, si je me trompe pas, si vous avez dit ça, Yitzhak, il joue le jeu de Esav. Il dit, t'es un pourri, mais je vais faire de toi le meilleur. Ça a marché, ça n'a pas marché. C'est pas le sujet, on n'a pas beaucoup de temps d'en parler, mais la question existe. Talele Chaim, Rab Chaim Cohen, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit la même idée que le Ora Chaim Akadosh, il la développe sur près de 50 pages. Ah, pardon, il dit le Ora Chaim. Preuve en est que Esav, il a le potentiel d'être un tzaddik, c'est qu'il sera reproché à Yaakov. Une seconde, on va arriver à Abraham. Mais Khila, j'ai pas lu votre question. Voilà, juste pour pas perdre. Regardez, juste pour pas perdre le fil, je reviens dans une minute. Yitzhak, il a le projet de transformer une poubelle en meilleure, en tzaddik. Preuve en est, nous dit le Hachem, tout le monde connaît ce midrash, c'est que lorsque Yaakov Avinu, donc le fils de Yitzhak, il a une fille qui s'appelle Dina, et celle-ci, elle cherche un chidour. Et il vient Esav, le frère pourri, l'épave, et il dit, donne-moi ta fille. Yaakov, il lui dit, j'ai pas très envie que ma fille, elle se marie avec toi. Ça lui sera reproché à Yaakov Avinu. Parce que oui, je sais pas s'il aurait dû aller jusqu'à lui donner sa fille. À lui donner, c'est des chalotes ramourottes dans les Shidduchim. Je vais quand même pas donner ma fille à un garçon qui sort de prison avec des boucles d'oreilles et des piercings dans le corps entier, qui sait même pas c'est quoi Shabbat, etc. C'est un voyou, un violeur, un tueur. Je sais pas jusqu'où il faut aller. Adilo Yodea, il faut demander, c'est des chalotes ramourottes, il faut demander au Gdolim. Mais en tout cas, il dit le Harem, tu vois que Ayalo, comment il dit, chef Charlot Larzor les Moutav. Tout épave que Esav il est. Tout pourri, tout poubelle qu'il est. Yitzhak, qui nous délivre un enseignement extraordinaire. Yitzhak, il dit la pourriture qui est en face de toi, tu n'as pas le droit de la voir comme une pourriture fatale. Tu n'as pas le droit de voir la poubelle de ton enfant comme étant quelque chose d'irréparable. On n'a pas le droit d'emprisonner les enfants dans le système qu'ils ont choisi. Moi, je te vois comme le meilleur. Et tu vas devenir le meilleur. Et pour moi, c'est ça mon projet. Mon projet, c'est pas que mon enfant, il soit un peu moins voyou. Et qu'au lieu d'avoir 0, il est la prochaine fois 5. Non. Mon projet, c'est que mon fils, qui est le dernier de la classe, et qui a des 0 et des heures de colle, etc., il devienne, à la fin de l'année, le premier de la classe. Ça, c'est la leçon de Yitzhak. On la retrouve aussi dans le Sfat Emet, ici le Ora Chaim. Et donc, Mechila, question par question. Avant de vous dire qu'est-ce qu'il dit le Taïe Chaim, alors je sais pas, il y a eu 3 questions. Il y a eu Madame Tsipora, Madame Boka, peut-être il y a eu quelqu'un d'autre, je sais pas. Ah, Nathalie. Mais Hachem n'avait pas prévenu Rivka sur les jumeaux. Bien sûr. Mais Rivka, elle a une chita. J'ai dit ce soir, j'ai pas le temps de parler de Rivka, il nous faudrait encore 1 heure. Rivka, sa chita, c'est l'épave, je m'en détourne. Peut-être qu'elle n'a pas les moyens, peut-être qu'elle s'est trompée, on peut dire plein de raisons, et il faudra analyser Rivka. Rivka sait qu'elle a un tzaddik et un rachat. Mais en vérité, même ça, ce que vous dites, en vérité, c'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Parce que Rashi, il dit que Shem lui a dit qu'elle allait avoir 2 enfants, mais regardez bien dans le pasouk, elle ne lui dit pas tu vas avoir un tzaddik et un rachat. Jamais. Un rave, jamais il dit ton fils c'est un rachat. Mais regardez bien le pasouk au début de la paracha. Et d'ailleurs, Rashi dit ici, qui ces 2 peuples? C'est Antoninus et Rabbi. Rabbi, le maître de la Mishnah, qui descend donc de Yaakov Avinu, et Antoninus, qui est l'empereur nommé par Rome pour gouverner en Eretz Israël, quand c'est sous l'Empire romain, et Antoninus, il va devenir l'ami de Rabbi, il va devenir la Chavruta
de Rabbi. Il va devenir l'élève de Rabbi et il va se convertir au Am Israël. Les deux peuples, il dit Rashi, c'est qui les deux peuples? C'est Antoninus et Rabbi. C'est l'empereur romain et Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Yehuda Anassi à Kadosh. C'est ça les deux peuples. Jamais, regardez bien le pasouk, s'il vous plaît. Il n'a pas dit Torah Tzadik pour nous voir ici une guidance éducative d'une posture différente d'un papa et d'une maman. Tout à fait, je vous l'accorde, tout à fait. Encore une fois, est-ce que Rivka a raison? Est-ce que Rivka n'a pas raison? Ce soir, je ne parle pas de Rivka, il n'a vraiment pas le temps. Je voudrais vous dire encore 3 points, c'est vraiment dommage de s'arrêter là. Ce serait trop dommage, parce que pour voir jusqu'où elle valait la chita de Yitzhak. Pardon, s'il y a eu d'autres questions, avec plaisir, avant que je continue, sinon ça me coupe l'élan, le discours, le montage. Il n'y a pas eu d'autres questions? Bah, ou Hachem. Moi, ça ne fait qu'accroître des questions dans ma tête. Vous posez tous et toutes une bonne question. Quelle est la chita de Rivka? Mais c'est vraiment une question de temps. Il faut encore 1 heure, 1 heure et demie pour expliquer Rivka. Alors, on va rester dans Yitzhak. Donc ça, c'est l'Ora Chaim Akadosh. Il dit, Talele Chaim, quelque chose d'extraordinaire. N'oublions pas que Yitzhak, il sait ou pas qu'il a en face de lui une pourriture. Il sait peut-être pas, même j'ai envie de dire, qu'il n'est pas conscient de l'extrême pourriture de son fils. C'est ça qui sort de ça. Il sait, comme il dit le sang, il sait qu'il n'est pas un tzaddik. Mais il s'imagine pas jusqu'où il est poubelle. Mais il s'en fout. Poubelle tu es, mais poubelle tu ne resteras pas. Moi, mon délire, ma chita, mon défi, c'est de prendre cette poubelle, peu importe si c'est une grande poubelle ou une petite poubelle, si c'est une poubelle verte, noire ou jaune, ça change rien. De là, je veux sortir le meilleur. Je veux sortir du miel. Mais du coup, Yaakov a pris le bracha, il a adapté. Ce soir, on ne peut pas parler aussi de Yaakov. Très bonne question. Mais Chila, c'est une question de temps. Rivka a préféré garder le silence envers son mari pour qu'il lui garde sa simcha à la pauvre. Ça, je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo que j'ai fait sur YouTube et sur Instagram. Ça, je crois que oui. Ça, c'est le Shabishwell. Mais j'ai dit, je ne parle ni de Rivka, ni de Yaakov. Restons dans Yitzhak, s'il vous plaît, et ça. Peut-être il n'a pas cherché à savoir à quel point il était pourri, car ça ne change rien dans son projet. Exactement. Exactement. Tout à fait, c'est ça que je dis. C'est exactement ça que je dis. Peu importe combien t'es pourri, je vois que t'es pas un tzaddik, je vois que t'es une épave, je vois que t'es un échec. Il sait qu'il chasse du gibier, il voit bien le gibier, il le ramène tous les jours. C'est peut-être pas ça qui fait de lui un rachat, mais il voit que son fils c'est pas nous, c'est rien du tout. Il faut rien de sa vie, mais qu'il souffre. M'en fous. Qu'il soit grave, très grave, extrêmement grave, pourri, ça change rien. Moi, ça que j'ai en face de moi, cette épave-là, je vais en faire le meilleur. Quelle est cette définition de l'amour? Quelle est cette définition de l'amour? J'appelle ça, alors dans le titre, c'était un cœur aimant, mais j'appelle ça l'amour de l'aimant, l'amour de l'amour. L'amour inconditionnel, comme il a dit Meyer tout à l'heure, l'amour à tout prix. Mais c'est pas je t'aime comme tu es, c'est pas ça l'amour. Je t'aime malgré ce que tu es pour faire de toi l'être. C'est l'amour du meilleur. Voilà, je cherchais le mot. C'est l'amour du meilleur. C'est pas je t'aime comme tu es et je te laisse dans ta crasse. Un père, une mère qui a un enfant échoué, s'il aime malgré tout, c'est bien. Et sans qu'il l'atteigne, c'est meilleur. J'ai pas compris ce que vous écrivez, mais à votre question. Et sans condition qu'il l'atteigne. Vous voulez dire, je t'aime, même si tu vas pas réussir dans mon projet, c'est pas grave, je t'aime. Mais je t'aime pour que tu réussis. C'est pas je t'aime malgré ton échec. Et je t'aime dans ton état d'échec. Mon Edgar, mon défi, c'est de prendre ta tronche là toute pourrie et c'est d'en faire la meilleure. C'est l'amour du meilleur. Moraï Vera Botaï. C'est peut-être la méthode d'émission de aimer son prochain. Tout à fait. J'y arrive tout à fait. Mais pas j'aime l'autre pour qu'il devienne moi. C'est aimer l'autre pour qu'il devienne le meilleur de ce qu'il aurait dû être et de ce qu'il n'est pas encore. Pas je t'aime malgré ce que tu es. Je t'aime malgré ce que tu es pour que tu deviennes meilleur. La finalité de l'amour, c'est-à-dire là ce soir,
Ici, dans ce discours, on est en train de dire que l'amour, c'est un moyen. Donc l'engagement pour le rachat est supérieur à l'engagement pour le tzaddik. Exactement. Exactement. Et regardez, on va avancer un peu. C'est vraiment dommage, il reste 2-3 points très 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 importants dans cette soulia. Et même les 2-3 points qu'on va dire, ce ne sera pas fini. C'est immense. Ce qui est écrit ici, c'est immense. Il dit le Talele Chaim. D'où Yitzhak il a eu cette idée? Qui est-ce qui lui a appris que quand en face de toi, t'as l'homme le plus pourri de la terre, tu peux en faire le meilleur? Et comme il dit Talele Chaim, et si c'était pas lui, ce serait peut-être le fils de Esav. D'ailleurs, Eliphaz, il est un petit peu moins rachat que Esav. C'est son père. Où il a vu ça chez son père? Il dit le Talele Chaim, il dit mais mon père, moi mon père, c'est Avraham Avinu. Mon père, c'est un tzaddik. Mon père, c'est Avamon Goïm. C'est Brit Ben Ametarim, c'est la Akedat Yitzhak, c'est Ur Kasdim. Mais mon grand-père, c'était ni le rabbi de je ne sais où, ou le grand tzaddik de je ne sais quel endroit en Europe ou au Maroc. Mon grand-père, c'est le roi des épaves. C'est Shekoro à Terach. C'est dramatique, cet homme. Je sais même plus qui est pire. Terach, Paro, Lavan. Je sais plus c'est qui le pire de la Torah, mais peu importe, comme on a dit. Il dit, mais mon propre père, il n'avait pas un père comme moi. Et pourtant, Terach, il a eu un fils qui s'appelle Avraham. Il a eu un fils qui va surpasser tous les hommes de l'histoire d'Israël. Il va d'abord devenir le premier homme de l'histoire d'Israël, etc., etc., etc. Ce soir, on peut parler toute la nuit sur Avraham. Il dit donc, je vois bien, chez mon père, par mon père et à travers mon père, que l'homme le plus pourri de l'histoire, il peut mettre au monde l'enfant roi, le plus bel homme de l'histoire. Pourquoi, comment, miten taor mitame, etc. C'est une grande soulia qu'on a déjà parlé, qu'il faut en parler encore, bien sûr. Mais avançons. Et inversement, tout à fait. Mais avançons. Il dit donc, Raphaël Cohen, une des explications qu'il propose, il dit Yitzhak, il dit, mais c'est ça l'histoire d'Israël. Son engagement est vain envers Esav, c'est pas sûr qu'il soit vain. Parce que je vous ai dit, vous voyez dans Esav que de l'échec, et c'est dramatique. Mais Rachid dit de Esav, le descendant de Esav, c'est l'empereur romain qui va se convertir. Vous savez, le Talmud énumère aussi, comment il s'appelle, Néron Kessa. Il y a eu des empereurs de Rome, des gouverneurs de Rome qui se convertissent. Donc Rome, c'est Édom, Édom, c'est Esav. Il y a des descendants de Esav qui sont rentrés dans la Torah et qui sont devenus des lumières. On a Onkelos à guerre. Onkelos, il est le neveu de Titus qui vient détruire le Beth Amikdash. Un des grands maîtres de l'histoire, Onkelos, qui est le Talmud, si je me trompe pas. Non, ça c'est la Talmud. J'ai oublié de qui il est le Talmud d'Onkelos. Bref. On a les descendants, la bracha de Yitzhak, moi je vous dis qu'elle a marché. La tête est à Marpella. Ça c'est celle de sa tête à lui, elle est à Marpella. Mais les descendants de Esav, il a eu des descendants que plus d'un de notre peuple sont jaloux et bavent et tirent la langue. Il dit, c'est qui ton aïeul? Esav. Quoi? Ton grand-père c'est Esav? C'est pas possible. Il dit, mais ton grand-père c'était Terach, qu'est-ce que tu parles? Et l'autre, son grand-père, c'était Yitro. Moshe Rabbeinu, il va épouser la fille de Kohen Midian. Il y a plein comme ça. Mais regardez, on va avancer parce que vraiment, c'est chaval à la chidushim. C'est dommage. Ah, donc, et d'ailleurs, le Talmud nous enseigne dans Baba Batra, il y a des grandes chélotes dans la halakha, sous ça on avait étudié au Kollel. Si Chazve Shalom, une personne, elle a un fils tordu, les gabrés, un voyou, mais un vrai voyou, pas un petit voyou, le dernier de la classe, un dealer, un chef de la mafia. Il a une bande de la mafia. Eh bien, le père, donc les parents doivent donner avec conviction d'une réussite. On n'est rien présent quand on ne sait pas. Non. C'est pas seulement de la conviction. Yitzhak, il réussit dans cette mission. Et je vais vous dire même plus, parce que vous m'énervez, vous avez raison. C'est que même si au final la bracha, elle va chez Yaakov, mais d'abord Yaakov, on lui dit, tu laisses pas Esav tomber, sinon ça t'est reproché. Comme il a dit le Rachaim Akadosh. T'es pas le meilleur pour écraser l'autre.
Tu es le meilleur, exactement, tu es le meilleur pour t'occuper de l'autre. Mais c'est un autre sujet. Yitzhak Avinu, je disais la Gemara dans Baba Batra nous dit que si Chaz Vesha vous avez un fils qui est le chef de la mafia, c'est assourd de le déshériter. Mais je vais pas donner mon fric à mon fils qui n'est Mechalel Shabbat et qui mange du cochon et de la cochonne et toute la famille cochon. Je vais lui donner mon argent, je le déshérite. Assourd de déshériter son enfant, même s'il est rachat. Rav Ovadia Yosef, il a écrit une grande chouva dans Yabia Omer sous ça. Et pourquoi? Parce que l'Agma nous dit, c'est vrai que ton fils, il est tordu. Mais peut-être que son fils, il va être mieux que toi. Peut-être que le meilleur de toi, il passe à travers la poubelle, l'épave qu'il est ton fils. Et il dit, c'est ça, il dit après, dans Talédecha, il dit, c'est ça le défi de Yitzhak. Yitzhak, il est en train de nous dire, ne regarde pas la pourriture de l'autre comme étant une pourriture totale et absolue. Ne l'enferme pas dans cette pourriture. Soit tu essayes de faire de lui le meilleur, et si tu n'arrives pas à faire de lui le meilleur, ne t'inquiète pas. Si c'est pas son fils, c'est son petit-fils. Ou dans l'histoire, je vous dis, je vous ai énuméré quelques-uns que j'ai en tête. Antoninus, Onkelos et Néron. Néron, il va être l'aïeul de Rabbi Meir Balanès. Il faut pas voir Esav comme notre ennemi. Vous savez pourquoi pourquoi Edom, c'est nos ennemis? Parce qu'on les voit comme nos ennemis. Mais si, parce qu'ils sont nos ennemis, vous avez raison. Mais si on voit dans nos ennemis quelque chose, vous voulez que je vous choque? Non, mais est-ce que vous voulez que je vous choque ce soir? Baruch Hashem, je me des kochot. Vous savez, il y a une grande discussion où est-ce qu'il va naître le Mashiach. C'est certainement l'un des plus grands moussards actuels, exactement. Eh bien, je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Vous savez où est-ce qu'il naît, le Mashiach? D'où il vient, le Mashiach? Il vient d'où? Tout le monde l'attend, mais il vient d'où? On sait où il va nous amener en Eretz Israël, Eretz HaKodesh, avec le Beth Amikdash. Mais il vient d'où? D'où il vient, le Mashiach? Je vous laisse pas si vous me répondez pas et je couperai pas le téléphone parce que il y a encore 2 points que je vais vous dire. Il vient des Juifs? Faux. De Ruth? Pas mal. De Ruth. Ruth, elle vient d'où? C'est Ammon et Moab. Il n'y a pas pire que Ammon et Moab. C'était les ennemis jurés d'Israël. Tu te rends compte de ce que dit? Le Mashiach, il est descendant de nos ennemis. Mais encore. Donc j'ai lu Ruth. D'abord on dit pas Ruth, on dit Ruth. Et avant Ruth, il y a eu un autre... Ah, des Juifs. Le Mashiach, il n'est pas chez les Juifs. C'est faux. C'est faux. De la Teshuvah. Non, trop froum. De Rome! C'est écrit dans l'Agma que le Mashiach, il vient de Rome. Il vient aussi de Lot, qui était aussi une pourriture, qui était aussi une épave, Lot. Ah, il vient de Rome. Eh ben, il y a un Midrash qui dit, donc déjà, ça c'est énorme. Donc c'est Esav qui donne naissance au Mashiach. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Oh, au revoir. Ah, ils sont encore là. Bon, alors on continue. Vous voulez qu'on voit les tzadikim? Exactement. C'est pas moi, c'est Yitzhak. Mais regardez, c'est pas fini. Je vous en supplie. Laissez-moi 2 minutes. Chaval sur les chazal. Il y a un Midrash qui dit que le Mashiach, il est à Edom. Et il y a un Midrash qui dit que le Mashiach, il est... Et David est un Gilgoul de ça. Oh, ça c'est... Les Gilgoulim, ça me dépasse. Arrête de me parler des Gilgoulim tous les jeudis soirs. Chazak, Moïse. J'espère que tout va bien en Shomron, Bezrat Hashem, les Tzav et les Brachot dans le monde entier. Mon rêve et Rabotai n'est pas encore à l'heure des Brachot. Déjà ça, parce que oui, il est à Rome. Il est à Rome. Le Mashiach, il est à Rome. Baruch Hashem, Ishtamar Shemo. Le Mashiach, il est à Rome. Mais vous entendez qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? La Torah dit que celui qui va amener la Géoula du Ham Israël, il est où? Il est chez notre ennemi. Et c'est qu'il y a une autre version dans le Midrash qui dit que le Mashiach, il va venir de Ishmaël. Ah, alors maintenant les atris sont contents. Il dit, on t'a dit que l'autre, on va pas dire son nom, c'est le Mashiach. Il n'y a pas de problème. Crois ce que tu veux. Donc on ne doit faire la guerre. Non. On fait la guerre à la partie de Rome et à la partie de Ishmaël qui veut nous détruire. Parce que comme j'ai dit chez Yaakov Avinu, si tu es le meilleur, sois le meilleur. Tu vas être mieux que moi. Moi, je dis aux musulmans et aux chrétiens qui m'insultent ou qui veulent me parler gentiment, je dis, tu veux être le meilleur? Il n'y a pas de problème. Mais occupe-toi du monde entier. Pourquoi les juifs, c'est de la vermine ou c'est... Nous, on parle pas comme ça. Nous, on dit le Mashiach, il va naître chez toi. Mon Mashiach, il est chez toi. Comment voulez-vous qu'on voit la Géoula dans nos ennemis? C'est énorme. À la condition que, attention, il va devenir le Mashiach, il descend aussi de David Amelech, il y a plein de conditions, etc., etc. Morav et Rabotai. Je ferme la parenthèse, je ferme la bombe atomique.
Ah, tu n'as pas le droit de déshériter ton enfant, parce que si c'est pas lui, c'est son fils ou son petit-fils qui va devenir un tzaddik. Moraï Verabotaï. Il y a une Gemara. Ah, d'abord, avant la Gemara, c'est que si vous regardez bien, Rashi, dans Chaye Sarah, chapitre 25, verset 11, Avram Avinu, il a dit, moi, j'arrête de bénir. Parce que je vois que mon fils Yitzhak, il va avoir un fils qui s'appelle Esav. Et je veux pas bénir Esav. Là, Yitzhak, il se détache de Avram. Il dit, mais toi, tu es venu de Terach, et tu veux pas bénir Esav, et tu me donnes les brachot. Eh ben, je bénis moi. Moi, je bénis Esav. Regardez la Marashi, Nora Veayom. Avram Avinu, vous avez dit, mais hier, vous avez touché ça tout à l'heure. Yitzhak, il dit à son père, mais toi, tu viens de Terach. Alors, laisse-moi bénir Esav. Tu veux pas bénir Esav? Yitzhak, je lis dans la Rashi et dans la Torah, Yitzhak, il va plus loin que Avram. Avram, il s'occupe de tout le monde. Il s'occupe de Lot, il s'occupe de Ishmaël, il s'occupe de Eliezer, il s'occupe de tous les idiots de la terre et de tous les tordus. Mais il y en a un que Avram il veut pas. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas le sujet. Il faut qu'on termine Moraï Verabotaï. Yitzhak, il va plus loin. Il dit, moi, même Esav, je vais le bénir. Regardez Rashi, dans 25-11, dans Chaye Sarah, Avram, il dit, moi, je veux plus bénir, parce que mon fils, il a un fils qui va s'appeler Esav, et Esav, je veux pas le bénir. Pourquoi? Question Adi le Edea, c'est pas le sujet, on avance. Yitzhak, il va plus loin. Il dit, moi, même Esav, je le bénis. Et tu vas voir que de Esav, il va sortir le meilleur. Il va sortir Antoninus, il va sortir Onkelos, il va sortir Rabbi Meir. On va finir avec la Gemara. Où est la limite? Il n'y a pas de limite. Zéro limite. Zéro. Il n'y a pas de limite. À la condition que l'autre, il me défonce pas la tronche, il n'y a pas de limite. Si l'autre, il devient mon ennemi, si tu veux me faire disparaître, alors c'est toi qui disparais. Mais si tu acceptes que j'existe, alors moi, je ferai tout pour que tu existes. Je suis vide. Je ferai tout, c'est même si t'es l'épave number one. Timchet Zecher Amalek. On n'a jamais réussi dans l'histoire. C'est une grande question que vous avez. Comment on fait? De toute façon, aujourd'hui, on peut être mort et rien du tout. Alors aujourd'hui, on est loin de la mitzvah. Yitzhak est le seul à transmettre. Il est le seul. Au point que la Gemara, on va finir avec cette Gemara dans le Talmud. Il me reste même pas une minute. La Gemara dans Masechet Shabbat. Vous la verrez longuement. Regardez Shabbat. Bechila, je réponds pas aux questions que j'ai les yeux dans le texte. Traité Shabbat 89b. C'est écrit qu'à la fin des temps, il y a un pasouk dans Yeshaya, Abarab Shmuel, Barnachman, Rabbi Yonatan. Il y a un pasouk qui dit, Ata Avinu, Avram lo yadanu, Israël lo yakirenu, Ata Hashem Avinu, Goalinu, Beolam Shimcha. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va dire à Avram, tes enfants, ils ont fauté. Qu'est-ce que je fais des Juifs? Ils ont fauté. Amar les fanav, Avram Avinu dit à Akadosh Baruch Hu, eh ben, punis-les. Un enfant qui a fait une bêtise, il faut le punir. Alors, Akadosh Baruch Hu va chez Yaakov. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, je vais aller voir Yaakov. Peut-être que lui, il va prier pour les enfants d'Israël qui ont fauté. Il dit, les enfants d'Israël, ils ont fauté. Amar les fanav, il dit, il faut les punir. Bon. Amar lo Besaret, Amar lo Nardegesa. Amar lo le Yitzhak. Alors, Akadosh Baruch Hu va chez Yitzhak. Et il lui dit, tes enfants, ils ont fauté. Alors, Yitzhak d'abord, il dit, dis-moi les Juifs, pourquoi tu dis que c'est mes enfants? Ils sont autant tes enfants que les miens. Banecha. Banaï velo banecha. Mais c'est tes enfants, toi-même, tu as dit, béni mechor Israël. Pourquoi tu me renvoies la balle? Comme dans un couple. Si les gosses, ils sont tordus, la femme, elle dit au mari, c'est de ta faute, et le mari dit à la femme, c'est de ta faute. Akadosh Baruch Hu, il vient chez Yitzhak, il dit, tes enfants ont fauté. Yitzhak dit, mais c'est pas les miens, c'est autant les tiens que les miens. Pourquoi tu me renvoies? C'est ça la question de Meir tout à l'heure. Vous avez dit, est-ce qu'il faut culpabiliser Chazve Shalom? Pourquoi tu me dis que c'est de ma faute? Et il dit, c'est tes gosses autant que les miens. Ok? Alors regardez la fin de la Gemara. Alors, et Yitzhak, il va commencer à défendre les bénis Israël. Je ne peux pas lire toute la Gemara. Amar lahem Yitzhak. Voilà, vous lirez toute la Gemara, elle est extraordinaire. La Gemara, elle dit qu'à la fin des temps, il y a un bonhomme qui va nous sauver, c'est Yitzhak. Avram et Yaakov, ils veulent pas. Il n'y a que Yitzhak. Et regardez, il ramène dans le Sefer, le Divrei Meir, il ramène au nom de son Rav, le Be'er Maim Chaim. Quelque chose d'extraordinaire. Et il explique cette Gemara. Comment il va nous sauver? Avec tout ce qu'on a dit. Ce Rav, ce grand rabbi, le Be'er Maim Chaim, c'était un grand rabbi. Il avait un fils. C'est ramené dans le feuillet de Rav Yoel Schwartz.
pardon, Asher Schwartz, Mahadané Asher, de cette semaine, il dit, le Ber Maim Chaim, c'était un grand maître de la chassidoute. Il avait un fils qui était complètement sorti de la Torah. Et pourtant, ce Rav, le Ber Maim Chaim, il s'est occupé de son fils toute sa vie. Il lui a toujours donné ce qu'il avait besoin. Mais dans cette fille-là, il disait à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je me suis occupé de mon fils, même si mon fils c'est un rachat. À plus forte raison, toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas t'occuper des bénis d'Israël, même si c'est des Réchaïm. Et quand on a dit au Ber Maim Chaim, mais d'où t'as appris ça? Il dit, je l'ai appris d'Yitzhak. Yitzhak, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je me suis occupé des Sav. Je l'ai pas abandonné. Ah! Et donc, si j'ai pas abandonné Sav, alors toi aussi, à Kadosh Baruch Hu, pardonne aux enfants d'Israël. Le regard lumineux et le regard, le défi qu'on a sur le regard de l'autre, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde. Si tu penses qu'un rachat, il faut tout faire pour le sauver, alors Akadosh Baruch Hu va te sauver, toi et tous les Réchaïm, et on peut venir voir Akadosh Baruch Hu et lui dire, Akadosh Baruch Hu, moi j'ai regardé les Réchaïm, je les ai pas abandonnés. On peut apprendre des midotes, bien sûr. Bien sûr, bon, il faut être Yitzhak Avinu, hein. Il y a Hana qui a fait comme ça, Eliaou, Moshe, Eliaou Hanavi, Moshe Rabbeinu, etc. Pinchas, bien sûr, bon. Ah non, moi ce que je veux dire, à mon humble niveau qui n'en est pas un, c'est premièrement, il n'y a pas de fatalité. Deuxièmement, il n'y a pas de poubelle finie, etc. Il faut faire du recyclage. À l'extrême, c'est Yitzhak qui nous sauve, parce que Yitzhak, il a ce regard, il a ce défi de dire, c'est vrai que t'es pourri, mais je vais faire de toi le meilleur. Et c'est lui qui va nous sauver à la fin des temps. Regardez la Gemara, j'ai même pas eu le temps de la lire, Shabbat 89b, où Kadosh Baruch Hu va chez Avram et Yaakov, ils veulent pas, ils ont pu t'as qu'à les punir, ils ont fauté, t'as qu'à les punir, il y a que Yitzhak qui va les sauver, parce que Yitzhak, c'est ça sa chita dans la vie. La poubelle, tu la prends et t'en fais un bijou. Kadosh Baruch Hu nous donne cette force coar de sortir le meilleur, d'extraire le meilleur de chacun, de voir son côté rachat, ou pas, jusqu'où, mais d'essayer de montrer à celui qui est le plus grand rachat de la terre que de lui on peut faire le meilleur de la terre. On peut faire un Toninus à guerre, on peut faire un Kelos, on peut faire Rabbi Meir, etc., etc., etc. Il y a Ratson que nous puissions voir. Pardon, c'est violent, mais est-ce un plaidoyer pour les pédalistes qui défendent... Non, ça n'a rien à voir, les pédalistes, ils sont tordus. C'est eux les premiers qu'il faut aller envoyer balader la Azazel. Chas Shalom. Parce que la Torah dit, le fauteur, il paye. Le fauteur, il va payer de sa faute. On n'est pas en train de dire qu'il faut laisser traîner dans la rue. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les pédalistes, ils ont